Chat Activisme, c'est un rendez-vous régulier pour réfléchir avec des acteurs de la société à la façon dont les crises que nous traversons, qu'elles soient sanitaires, environnementales, sociales, sociétales, économiques, peuvent et doivent provoquer des transformations dans la manière dont nous agissons, dont nous pensons et dont nous créons. Pour réfléchir à ces questions, nous sommes ravis d'avoir ici, au Magasin Généraux aujourd'hui, Rami Fischler. Bonjour. Après 3 mois de confinement un peu différent, où on a eu le temps de réfléchir, pour vous, qu'est-ce que c'est les priorités nouvelles? Alors, si c'est les priorités pour moi et pour mon studio, c'est plutôt peut-être survivre et agir en même temps, ce qui n'est pas évident. On est dans un moment, en fait, après une forme de sidération, en fait, on ne sait pas trop où le monde va aller. Et pour des petits studios, des petites entités comme nous qui avons créé un modèle finalement assez fragile, qui mélange beaucoup d'idées, beaucoup de valeurs, beaucoup d'enjeux, beaucoup de risques. Les moments de crise comme ça sont à la fois un moment où il faut continuer à agir parce qu'on est convaincu de là où on veut aller, et en même temps on doit survivre parce qu'économiquement on va passer des mois et des années très compliqués. Pouvez-vous expliquer un petit peu plus quels risques, quelles fragilités pour vous sont le plus importants dans le collectif? Oui, et je pense que c'est vraiment d'ailleurs une question de collectif et de collectivité parce que je pense qu'on vit dans une société qui a été très longtemps séparée avec un système de silos. Dans mon métier, en tout cas, il y avait les ingénieurs, les bâtisseurs, les sachants, les créateurs. Et ça ne fait que quelques années où il y a quand même une vraie volonté de remettre tous ces gens au travail, de travailler plus ensemble. Mais ça génère aussi de la fragilité parce que ce sont des modèles qui ont déjà fonctionné avant, mais qui sont quand même assez nouveaux. C'est toujours plus compliqué de travailler ensemble. Et de pouvoir tous en vivre et d'aboutir aussi des projets tous ensemble. Je dirais que quand on n'est pas nombreux, on peut peut-être parfois aller plus vite et peut-être réaliser des projets peut-être moins ambitieux. Quand on est très nombreux pour créer des projets très ambitieux, je pense qu'aujourd'hui il faut avoir l'honnêteté de se dire que l'un des enjeux c'est quand même d'arriver à aboutir au projet et pas uniquement à faire des projets. Et c'est ce risque-là, moi, aujourd'hui, que je crains, mais qui, comme je disais, est une façon aussi un leitmotiv pour agir et se demander comment faire pour qu'on ne soit pas que des penseurs qui travaillons collectivement à une réflexion de fond à long terme, mais que nous soyons aussi des gens qui sont dans l'action et qui, à un moment, arrivons à aboutir à des projets qui vont vraiment changer la société. Est-ce que pour toi, du coup, pendant cette crise sanitaire qu'on a traversée, pendant ce confinement, avec la dureté aussi du coup que tu vis et que tu vis pour le studio, il y a des nouveaux usages, des innovations que ce moment-là a permis de révéler, que tu anticipes, que tu vois apparaître, que tu as envie de pousser particulièrement? Pas plus que ce que j'anticipais avant. Je dirais que, peut-être situé quand même, mais mon métier, c'est un métier déjà pour moi un peu flou, et c'est pour ça que je l'ai choisi, mais pour les autres totalement incompréhensible, parce que on est dans tout et dans rien, on est spécialiste de rien non plus, et on travaille parfois avec des médecins, parfois avec des metteurs en scène, parfois avec des constructeurs pour construire une ville, un spectacle, un événement, un objet du quotidien, mais à chaque fois qu'on rentre dans un domaine, on doit humblement quand même toujours se dire qu'on n'y connaît rien, mais c'est aussi notre force dans le projet. Donc une fois dit ça, je dirais que c'est un peu pareil avec la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Je ne suis pas spécialiste de cette situation, mais j'ai des intuitions fortes que j'avais déjà avant sur la manière dont le monde doit évoluer. Il n'y a aucune vérité ni aucune science exacte là-dedans, et c'est peut-être d'ailleurs la chose la plus intéressante du moment dans lequel on vit,
c'est que pour les personnes qui nous regardaient comme des gens finalement trop généralistes pour pouvoir avoir un vrai avis sur la société, aujourd'hui je peux leur dire, bon, vous voyez, qui avait prévu ça? Personne. Donc j'ai le droit d'imaginer le monde de demain comme n'importe qui, et peut-être que j'ai raison et peut-être que j'ai tort, mais pas plus ou pas moins qu'un scientifique ou un politique aujourd'hui, ou un expert. Et ça me fait du coup plus, ça me rassure encore plus sur le fait que j'avais des valeurs ou des enjeux ou des ambitions ou des intuitions. Et bien aujourd'hui, il faut juste que je continue à me battre pour essayer de les amener à terme. Mais ça, c'est énormément intéressant parce qu'en fait, vous êtes expert de n'être pas expert. Parce que maintenant, ça c'est la seule chose qu'on sait. On sait qu'on ne sait rien. Exactement. Mais pour vous, vous avez approché chaque job, chaque partnership avec les clients. Vous avez dû apprendre un monde différent. Et maintenant, vous avez la chance de nous diriger, en fait. Tout à fait. Je suis très, très heureux, en tout cas, d'avoir fait ces choix durant mes 20 dernières années de vie, parce que c'est jamais évident quand on monte sa propre structure, après avoir passé plein d'étapes de vie, de faire le choix de ne pas se spécialiser. C'est un énorme risque dans notre société actuelle. Se spécialiser, c'est d'un moment figer un modèle qui, année après année, paye. Ne pas faire ce choix de se spécialiser et continuer tout le temps à picorer dans plein de domaines, c'est le risque de ne jamais être compris ni ne jamais aboutir à un modèle économique, par exemple, ou une légitimité particulière. Mais ça donne une chance importante que moi je ne donnerais pour rien au monde contre aucun autre statut, qui est de pouvoir aujourd'hui regarder le monde avec cette diversité de points de vue et d'essayer de continuer à influer dans tous ces domaines et les réunir aussi, parce que c'est quand même l'intérêt de notre métier. C'est d'avoir l'opportunité de réunir des compétences qui, elles, pour une raison que j'ignore, ne se rencontrent pas dans la vraie vie si on n'existait pas pour les marier à un moment donné, dans le bon contexte, dans le bon projet, dans la bonne temporalité. Ça, c'est ce que je préfère faire. Et je reviens là-dessus parce que ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois au sein du studio et avec le bureau des usages que tu as développé, où justement tu as à cœur de faire se rencontrer des expertises différentes et de mettre un faisceau d'acteurs autour de projets, c'est aussi, tu l'évoquais tout à l'heure, ce que tu aimes faire quand tu travailles avec des médecins pour développer l'accompagnateur de sommeil, avec des metteurs en scène, je pense à Cyril Test, avec des écrivains, etc. Donc il y a une espèce de foi dans le collectif, en fait, si je peux l'exprimer ainsi, en tout cas dans la pensée collective, et dans une approche collective des projets. Est-ce que, si je schématise un peu, si on se dit que le XXe siècle, c'était peut-être une ère très individualiste, très spécialiste, où on mettait un peu tout le monde dans des métiers, dans des cases, dans des silos, est-ce qu'il y a une approche pour ce XXIe siècle, à l'ère de l'open source, de projets partagés, etc., où le collectif est un espoir pour l'avenir, une nouvelle manière de faire, un modèle que tu aimerais développer et embarquer les autres à développer aussi? Est-ce qu'il y a une conviction sur ce collectif? Oui. Alors, il y a clairement une conviction, mais il y a aussi un pragmatisme et une réalité qui est aujourd'hui quasiment à part égale dans l'équation. Parce que faire des choses collectivement, c'est dangereux pour nos clients et parfois aussi pour les partenaires dans un projet. Et moi, ça me passionne parce que mon métier n'est que collectif. Mais collectif ne veut pas dire que tout le monde a la même place dans le projet, que tout le monde a les bonnes idées. On reste quand même dans un monde très inégal et cruel, parfois sur la question de la création. Je ne pars pas du principe que parce qu'on est dans un projet collectif, tout le monde a des bonnes idées.
Et donc on reste dans un monde où il faut imposer parfois ses idées parce qu'on pense que la nôtre est meilleure que celle du voisin. Ça fait partie du monde de la création. Je l'assume complètement et j'aime aussi ce challenge-là parce que je pense que avoir des bonnes idées, c'est totalement subjectif. L'histoire peut-être dira que c'était une très mauvaise idée, mais au moment du projet, c'est quand même une forme de bataille des idées, de conviction. Il faut être bon, il faut être persuadé de ses idées, écouter les autres, mais à un moment aussi, dans un rapport collectif, orienter la barque, parce que sinon, finalement, on est tous... ça crée des projets moyens. Moi, je ne m'intéresse pas aux projets moyens. Donc, j'assume que les projets collectifs que je fais, auxquels je participe, sont des projets avec une forte intensité émotionnelle et parfois conflictuelle. Mais parce que la seule chose qui m'intéresse, c'est quand même le résultat. Et si j'ai passé 1 an ou 2 ans sur un projet, c'est pas pour que le résultat me déçoive, ni déçoive les gens avec qui je travaille. Donc, le collectif, c'est pas le bonheur ou l'illusion que tout est plus simple. C'est plus compliqué. Il faut être plus ordonné, il faut maîtriser les choses pour quand même que ce groupe de gens arrive à un résultat qui plaît ou qui aboutit à quelque chose dont on est tous fiers, quoi. Mais pratiquement, mais c'est énormément intéressant. Moi, j'ai commencé aussi dans un troupe de théâtre collectif. Et c'est intéressant de partager. Est-ce qu'il y a bien sûr un cadre des valeurs, mais est-ce qu'il y a les règles aussi? Qu'est-ce que vous faites si on ne peut pas décider qui est la meilleure idée? Qu'est-ce que c'est le processus, en fait? Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de règles. Par contre, je pense que moi, je compare beaucoup mon métier au métier du théâtre et du cinéma. Souvent, quand je dois chercher des équivalents ou des métaphores, je parle du cinéma. Et c'est aussi sans doute pour ça qu'aujourd'hui, même si je ne suis pas un expert du cinéma, je continue à orienter mon métier dans la question de la fiction, parce que ça je le dis moins peut-être, mais j'ai souvent l'impression que quand je fais un projet, je fais un spectacle moi-même. Je me mets dans un rôle et je joue ce rôle. Donc quand on fait un projet collectif, il faut choisir son rôle déjà. Et on ne choisit pas forcément le même rôle, mais c'est rare par contre de rentrer dans un projet et de commencer par le rôle du jeune premier et de finir en second rôle. Ça c'est plutôt un raté, je dirais, mais ça pourrait arriver, ça peut être intéressant. Ça pourrait être une rétrogradation. Ou du théâtre très contemporain où finalement les gens changent de rôle selon les représentations. Moi je suis ouvert à tout et ça peut être aussi une façon d'interpréter ou de penser un projet. Mais dans un cas plus classique, c'est déjà pas mal d'arriver à monter un spectacle, monter un projet où chacun comprend son rôle et est fier de son rôle, même quand c'est un second rôle, ou même quand tu joues un buisson ou un tapis, parce que c'est important dans la scène. Et il y a des projets dans lesquels j'assume complètement que mon rôle doit être très anecdotique, mais parce qu'il est quand même très important dans l'écosystème du projet. Et puis d'autres où on assume qu'on doit avoir le premier rôle, et par contre là, il faut le jouer bien jusqu'au bout, parce qu'on doit porter les autres exactement jusqu'à la fin. C'est une très bonne idée. Nous avons eu une idée tout à fait différente dans le collectif où j'ai travaillé. C'est-à-dire que, par exemple, nous avons eu une band et le règle, c'était que je dois apprendre l'instrument de quelqu'un d'autre et je dois donner le soutien pour mon instrument à quelqu'un d'autre. Et donc moi, j'ai commencé comme saxophoniste, mais ce n'était pas possible. Après le début de jouer moi-même le saxophone, oui. J'ai dû donner le saxophone à quelqu'un d'autre et j'ai commencé avec le guitare. Et puis plus tard, j'étais trop OK pour le guitare, donc j'ai dû donner le guitare à quelqu'un d'autre et commencer avec les percussions, et etc. Et pourquoi? Parce que bien sûr c'était un cauchemar, mais pourquoi? C'était parce que nos valeurs, nos principes étaient que tout le monde peut apprendre à jouer un instrument, et nous avons fait souvent après le spectacle un atelier avec les jeunes. Et nous avons toujours
essayer d'avoir une bande pour chaque groupe des jeunes après 2 heures. C'était notre objectif chaque fois. Mais ça me fait réagir parce que, encore une fois, je dis mon métier, mais c'est peut-être pour me rassurer, pour me dire que j'ai un métier, mais ma pratique, elle est intrinsèquement liée à cette question du phasage et de la passation d'un sujet ou d'un objet en cours de conception. Et je me souviens très bien, moi j'ai fait l'ENSI Les Ateliers, c'est une école de design assez, je dirais assez utopique, assez idéaliste, en tout cas à la base. C'est Patrick Bouchin qui a créé cette école. Et c'est déjà incroyable parce que c'est un architecte qui crée une école de design. Quand je suis arrivé, j'avais 19 ans ou 20 ans, je rêvais de rentrer dans cette école depuis l'âge de 13 ans. Donc je venais aux portes ouvertes et j'ai même réussi le concours avant d'avoir mon bac à Bruxelles. Ça m'a permis d'aller voir mes professeurs et de dire « Ok, je vais le rater mon bac, mais je suis déjà pris dans une école, donc donnez-le-moi » et ça a marché, c'était pas mal. Mais en tout cas, j'avais une intuition sur ce que serait le design ou ce que je voulais faire. Et puis je suis arrivé dans cette école complètement dingue et mon premier projet, mon premier workshop, c'était de dessiner, de concevoir quelque chose. Donc pendant 5 jours, on travaillait sur une idée à partir d'un thème. Et le 5e jour, le directeur de projet me disait voilà, à partir de maintenant, vous prenez le projet de l'autre. Demain, c'est vous le finissez pour demain et c'est vous qui le défendez. Wow. Et ça, j'aime bien parce que c'est finalement, si je devais résumer notre métier aujourd'hui, ça reste un peu ça. Un studio de design, c'est jamais le confort de se dire que c'est mon idée qui va être présentée ou qui est la meilleure. Pendant 10 ans, j'ai travaillé avec un autre designer et j'ai totalement accepté le fait que mes idées n'étaient pas mes idées, c'était les idées du studio. Et c'est une très bonne école pour une forme d'humilité et d'apprentissage du collectif. Après, plus on vieillit, plus on se dit qu'on a moins de temps à vivre et peut-être moins de temps pour défendre ses idées. Et plus forcément, je pense qu'on défend plus fortement des convictions qu'avant. Peut-être on avait moins de certitude et on laissait plus, on se laissait plus aussi influencer par les personnes qui avaient plus d'expérience que nous. Je veux bien rebondir sur cette question de conviction parce que, alors je ne sais pas si c'est la maturité ou les 20 ans de métier, mais des convictions, tu en as beaucoup dans lesquelles tu engages le studio, le bureau des usages, enfin, toutes les activités que tu peux développer. Je pense notamment, évidemment, par rapport à tout ce qu'on traverse, à des convictions aussi en termes de lutte pour le climat, de conviction environnementale. C'est des projets que tu développes au sein du studio, mais aussi c'est des projets que tu peux porter toi-même, typiquement avec la start-up NU que tu as développée de restauration zéro déchet en entreprise, si je peux la super synthétiser comme ça. Est-ce que pour toi, justement, le rôle du designer aujourd'hui, demain, c'est aussi justement celui de porter ses convictions, d'influencer la société? Et est-ce que c'est important pour toi que les designers soient assez radicaux? Est-ce qu'il y a une radicalité en design qui est utile et nécessaire? Il y a il faut une souplesse radicale. Je pense que c'est pas une radicalité comme on peut l'entendre des écoles de pensée du design italien des années 70-80, pour lesquelles il y a évidemment plein de choses extraordinaires à garder et à retenir, mais aussi une critique finalement d'un échec de ne pas avoir réussi peut-être suffisamment à transformer la société. Mais c'est normal, la société elle change tout le temps et notre métier il est tellement lié à l'économie, à l'industrie, quelle qu'elle soit, jusqu'à l'industrie culturelle, que moi j'ai pas la prétention de dire que je suis capable, j'ai pas le pouvoir de changer les choses par la force. Et donc du coup moi je suis convaincu qu'il faut aller là où ça fait le plus mal pour essayer de changer les choses de l'intérieur. C'est une conviction que j'ai depuis longtemps et j'ai consacré mon mémoire d'études sur
sur la fuite. La fuite, c'est pas un mot très lié au design, mais j'ai quand même passé 6 mois à réfléchir sur la question. Mon mémoire s'appelle Le mobile de la fuite, et c'était vraiment la question de comment à un moment la fuite est un outil d'émancipation indispensable pour vivre et survivre, mais c'est pas, c'est calculé et c'est technique, la fuite. On parlait de la sortie d'Égypte. Depuis la sortie d'Égypte, qu'elle ait existé ou pas, si on lit la Bible, ce n'est pas juste des gens qui partent comme ça. C'est des générations de réflexion, d'optimisation d'une manière de quitter un lieu. Et ensuite, c'est les 12 tribus qui s'éparpillent dans le désert pour ne pas pouvoir être, attrapés tous ensemble. Voilà, après c'est le nomadisme, et puis voilà, et aujourd'hui la question de la fuite, c'est l'action en fait. Moi j'aime bien l'idée de pouvoir sortir d'un système qui me semble pas fonctionner, mais de l'intérieur. Et donc je dirais que c'est très, voilà, j'ai parfois un problème avec le mot radicalité. Je pense qu'aujourd'hui il y a énormément de choses à changer, mais on pourra les changer que si on rentre dans les systèmes et qu'on arrive à convaincre de l'intérieur que step by step, on peut faire modifier ce système par des réussites et pas uniquement par des cassures. Et donc, pour vous, le concept de fuite, c'est une chose bien sûr réelle, c'est un enjeu quotidien pour les réfugiés, pour les migrants. C'était toujours le cas et c'est encore une urgence aujourd'hui. Mais aussi, si j'ai compris, c'est un concept, c'est une métaphore en fait. C'est quelque chose pour chaque citoyen. C'est une arme en fait pour moi. J'aime beaucoup cette idée. C'est que je préfère me dire qu'aujourd'hui je fuis dans l'action que je me bats ou j'essaie de détruire. Voilà, c'est peut-être un peu un raisonnement personnel. Je ne sais pas si en fait il est un peu démagogique ou pas, mais en tout cas c'est plus ma philosophie de me dire voilà, je ne vais pas essayer de me confronter à quelque chose, je vais rentrer dedans et puis je vais essayer d'en sortir. Mais d'embarquer d'autres en sortant. Enfin, c'est ça qui est intéressant. C'est le côté premier de cordée, même si on n'aime plus cette expression. Oui. Mais c'est ce côté-là. Oui. Mais tout je le monde vais rêve. fuir et ça va faire transformer l'intérieur aussi. Tout le monde rêve de sortir de quelque chose. Depuis la naissance jusqu'à la mort. Je pense qu'on est. Donc c'est une philosophie et je pense un sentiment qui est beaucoup plus fort que celui de dire aux gens, les gars, maintenant on va combattre tel ou tel effet de la société. Moi, personnellement, je ne me sens pas légitime ou peut-être pas efficace dans le combat frontal. Peut-être que certains qui verront ça riront parce que je ne suis pas non plus quelqu'un de commode dans la discussion, mais malgré tout, je crois que je serais beaucoup moins commode encore que si j'avais une mentalité de combat frontal sur les sujets que je traite. Je n'ai pas les moyens ni économiques, ni physiques d'ailleurs, ni, je dirais, conjoncturaux pour être dans un rapport de force face aux énormes enjeux aujourd'hui qu'on doit aborder. Mais vous dites que vous n'avez pas pouvoir, mais pour moi, je pense que pour les designers, vous avez le pouvoir de changer les vies de tous les citoyens dans une façon quotidienne, parce que le monde de design, c'est beaucoup plus c'est quotidien, c'est beaucoup plus tangible. Partout, oui, tangible que, je dois dire, le monde de l'art. Ici c'est quotidien, c'est tangible aussi, mais vous avez le droit de changer les choses avec qui j'habite, avec qui tout le monde utilise chaque jour. Et ça, c'est un pouvoir énorme, en fait. Oui, mais c'est une fiction. De la même manière que tout ce que je vous dis là, je le pense, mais en même temps, je suis conscient aussi que je vous le dis, que je joue le rôle que j'aimerais jouer. Voilà, je ne suis pas toujours capable de jouer ce rôle.
quand je suis dans une réunion avec 30 personnes et que l'enjeu est de sortir un projet dans les temps et avec une économie fragile, précaire, avec des enjeux politiques, je ne suis pas toujours la personne qui va se lever et va dire voilà, moi je suis là pour changer le monde parce que j'ai du pouvoir. Non, la réalité c'est que ce pouvoir il est très limité, il est très subtil et il est basé sur la qualité de la fiction qu'on arrive à supporter le plus longtemps possible dans le projet. Au début d'un projet, il y a plein de valeurs et plein d'idées et plein de belles histoires. Et à la fin d'un projet, souvent, il y a un objet ou un immeuble. Et je ne pense pas qu'il fasse rêver tout le monde. On ne se dit pas que ce verre d'eau a fait rêver tout le monde. Il sert à boire, basta. Bon, je prends un exemple peut-être un peu basique, mais notre métier et ma pratique, évidemment, elle a comme ambition in fine de changer le monde, mais avec beaucoup de pragmatisme sur le fait qu'entre le moment où on a une idée et le moment où elle existe, parfois il y a des mois, des années. Et puis ton idée, elle était peut-être bonne il y a 3 ans, mais quand elle sort, est-ce qu'elle est encore vraiment justifiée ou pertinente? Et donc, c'est toute cette idée qu'il faut rester actif et agir durant tout le projet. Et engagé. Et engagé, avoir le courage de se remettre en question et voilà, ce fameux premier rôle, c'est pas qu'un plaisir, c'est aussi tout au long du projet, continuer à supporter et à faire évoluer le projet pour éviter qu'on arrive à un résultat décevant parce qu'il n'est plus du tout dans la temporalité ou dans les enjeux du moment. Ça, c'est toute la problématique du design. Mais vous parlez d'un verre d'eau, mais en fait, ça c'est un bon exemple parce que c'est un verre. Aujourd'hui, c'est un verre. L'année dernière, peut-être c'était un verre plastique, c'était une bouteille plastique, mais maintenant c'est un verre. Et ça, c'est une chose où il y a un élément de design, bien sûr, mais aussi des valeurs, surtout des valeurs. Et ça, c'est pour moi, c'est énormément intéressant, la relation entre les deux. Entre les outils et les valeurs. Voilà. C'est un très bon exemple parce que si je me rapportais peut-être à ma pratique il y a 10 ans, j'aurais peut-être dessiné le verre. Aujourd'hui, je dessinerais le système qui fait qu'on peut servir de l'eau sans bouteille. Le système qui fait que c'est intéressant de laver ce verre, mais dans quoi avec quel système? Est-ce que c'est mieux d'avoir une laverie pour tout le quartier, plutôt que d'avoir chacun sa petite laverie? Peut-être que ce verre, il est aujourd'hui ici, et demain, il sera dans le restaurant d'en face, parce qu'il n'appartient pas au lieu dans lequel on est. Là, ça devient mon métier d'aujourd'hui, beaucoup plus que de me demander juste à quoi sert ce verre ou comment est-ce qu'il est vendu. Et là, on est encore dans une narration, parce que pour raconter cette histoire, si elle n'est pas belle, l'histoire, j'arrive à convaincre personne. Et l'exemple que Jenny donnait sur Nu, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est d'abord des gens passionnés par l'économie circulaire et le zéro déchet qui sont venus me voir. Et j'ai adoré l'idée d'être partie prenante d'une réflexion sur le zéro déchet. Et de fil en aiguille, on est arrivé à un système qui était un frigo, mais qui en réalité pose la question des traiteurs, du quartier, de comment est-ce qu'on livre la nourriture, comment est-ce qu'on vient rechercher les contenants qu'il faut laver, comment est-ce qu'on fait de la nourriture bio, comment est-ce qu'une application digitale permet aux gens de savoir ce qu'on a mangé hier et peut-être du coup ce qu'on devrait manger demain, comment est-ce qu'on valorise plutôt les traiteurs qui, eux, jouent le jeu parce qu'ils payent bien leurs employés, parce qu'ils achètent leurs légumes au marché plutôt que dans l'agroalimentaire, etc., etc. Donc voilà, notre métier, il se décale et il est dans cette vision globale d'un système et du coup, on devient des narrateurs, on doit vendre des idées beaucoup plus globales. Et là, du coup, je ne suis pas tout à fait non plus, je suis d'accord et en même temps pas d'accord. Je pense que du coup, l'art, le spectacle vivant, le théâtre peuvent devenir des énormes diffuseurs de ces nouvelles idées à travers des récits, parce qu'au plus ces récits sont portés au grand public
pas uniquement dans le secteur de la discussion, de réunion entre un industriel ou un investisseur et un designer, mais dans l'agora et les espaces publics, au plus on a de chances de valoriser et de pouvoir financer ces grands projets écosystémiques en fait. Mais je suis d'accord, bien sûr que les artistes sont formidables, bien sûr, et les spectacles vivants sont absolument nécessaires, mais vous avez bien montré, vous avez commencé avec un verre et puis vous avez partagé une vision d'une société, vraiment. Et donc, c'est pas possible de dire que vous ne pouvez pas changer le monde parce que vous changez le monde. C'est évidemment, vous changez le monde. Je le fais en parlant et après en agissant. Mais entre les deux, il y a ceux qui peuvent nous permettre de nous exprimer, ceux qui ont le micro, les enceintes et les moyens. Et puis après, on est dans un monde où quand même, pour mettre en place des systèmes comme ça, il faut une énergie collective qui doit, je me répète un peu, mais qui doit survivre à la temporalité d'un projet qui est souvent très compliqué, très lourd et économiquement parfois pas facile à supporter. Oui, et la multiplicité d'intérêts des différents acteurs du projet. Et donc, paradoxalement, je reviens toujours à la question du narrateur, parce que je crois que là où j'ai le plus de pouvoir aujourd'hui, c'est dans la capacité de raconter des histoires. Et quand beaucoup de gens croient à cette histoire, c'est plus facile aussi de les financer et de les amener à terme. Je rebondis là-dessus évidemment parce que tu vas ouvrir une exposition qui s'appelle Sens-Fiction au Tripostale à Lille dans le cadre de Lille Capitale Mondiale du Design, donc à la rentrée 2020. C'était prévu au printemps, il me semble, mais d'ouvrir en avril. Voilà, mais les circonstances mondiales ont fait que ça ouvrira après. Ce sera peut-être d'ailleurs intéressant de voir comment ça va aussi vivre et s'exprimer après les mois particulièrement sidérants qu'on a traversés. Dans cette exposition, tu reviens sur la question de la fabrique des imaginaires au XXe siècle, la manière dont finalement les récits et une forme de science-fiction ont porté des innovations, des technologies qui sont pour certaines advenues. Enfin, il y a certains exemples que tu identifies où on voit que finalement ce sont presque des objets de notre vie quotidienne aujourd'hui. Et tu poses la question, interroge et fais travailler des gens avec toi sur la question des nouveaux imaginaires, de la génération de ces nouveaux imaginaires. Et dans ce que j'en comprends, tu es assez inquiet d'une forme de panne des imaginaires ou d'une forme d'unicité d'un seul et même récit qui nous amènerait à des choses hyper dystopiques. Je pense évidemment à toute une pop culture qui porte ça et notamment à la série Black Mirror qui est vraiment dans de la dystopie profonde. Et tu adresses cette question de comment construire de nouveaux imaginaires et peut-être de nouveaux imaginaires et des futurs désirables. Je fais exprès de poser ce mot-là parce que j'ai l'impression que c'est très lié pour toi, la question de ce qui va advenir, de comment on crée un récit sur ce qui va advenir et comment on crée un récit pour un futur désirable, peut-être pour lui permettre davantage d'advenir et de se transformer dans la vie réelle. Oui, et peut-être que du coup ça rend encore plus légitime tout ce qu'on s'est dit avant, parce que ça permet d'expliquer encore plus facilement que si je devais plus faire qu'une seule chose, ou en tout cas si je devais trouver un point de départ à mon travail, ça commence par la création d'histoires, parce que comme je disais, si l'histoire n'est pas bonne au début, malheureusement c'est pas pour ça qu'elle ne se réalise pas. Donc autant faire des bonnes histoires, et c'est facile à dire, mais la réalité du monde du récit aujourd'hui, c'est que ce ne sont pas forcément les bonnes histoires qui marchent le mieux. Donc c'est pas sur le terrain forcément du cinéma ou des arts vivants que la bataille du récit se joue. C'est beaucoup plus large que ça. C'est dans la capacité d'un récit à
à convaincre la société. Et dans la société, il y a vous, moi, mais il y a aussi un industriel, c'est quelqu'un qui emmène ses enfants à l'école le matin, qui mange le soir, ce ne sont pas des robots. Donc on a une chance quand même de parler encore aujourd'hui à des êtres humains qui sont très influençables. Et malheureusement dans tous les sens. Donc aujourd'hui, beaucoup de décisions restent prises sur base d'une influence qui est d'un autre temps. Et c'est tout le sujet de l'exposition. Je pense qu'aujourd'hui, on est encore beaucoup trop influencé par des imaginaires qui ne sont plus de notre époque, mais qui restent extrêmement désirables comparés à notre dystopie quotidienne. Donc on va dire que c'est toujours plus agréable de regarder un film qui pourtant n'amène rien de nouveau parce qu'il exprime pour la 100e fois un voyage sur Mars, mais qu'il est désirable parce que l'histoire est belle et que ça reste toujours génial d'aller sur Mars, plutôt que de se dire, bon, on se retrousse les manches et on recycle le plastique. Alors que, il y a un siècle, ces imaginaires ont été portés par des vrais enjeux d'innovation technologique. Et c'est tout l'intérêt de cette exposition, c'est d'aider le public, comme ça m'a aidé moi avant, à analyser ces imaginaires, à accepter et à comprendre que ces imaginaires ne sont pas juste nés de l'intuition d'une personne. Elles faisaient partie d'un écosystème de pensée qui était lié à l'émergence de l'industrie, mais aussi à l'émergence de certaines matières premières, de certains enjeux industriels, politiques, qui ont fait que soudain, à côté évidemment du génie de certains créateurs, mais il y en a à toutes les époques, il y a eu aussi les moyens de les transformer en fiction désirable dans le monde du cinéma, dans le monde de la littérature, mais qui s'est souvent ensuite transformé dans le monde du cinéma, mais dans les expositions universelles, qui ont amené beaucoup d'industriels à utiliser des grands réalisateurs pour financer des films de communication sur la promotion de leurs imaginaires. Et tout ça a énormément a généré une énorme production qui continue aujourd'hui à nous influencer, mais qui a permis aussi de créer l'industrie, la production des services, des objets de notre quotidien actuel. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, et qu'on vit dans ce monde-là, on peut se permettre de se demander s'il ne manque pas le même engouement pour produire les imaginaires de demain avec des nouveaux enjeux, qu'il s'agisse d'enjeux technologiques, évidemment écologiques et politiques. J'ai une question peut-être un peu naïve, mais pourquoi on n'a pas cette... pourquoi personne, à part toi... Non, il n'y a pas que moi. Non, mais pourquoi il y a cette panne-là? Pourquoi est-ce qu'on continue de vivre alors qu'on passe notre vie à dire le monde change, le monde de demain, etc. Pourquoi est-ce qu'il y a encore cette panne-là? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une envie ou même une pression publique pour que se créent de nouveaux imaginaires? C'est très naïf comme question, mais je ne sais pas s'il y a une réponse. Mais... Je vais te répondre de façon aussi très naïve parce que je ne veux pas donner le sentiment que j'ai la réponse, quoi. Mais il y a plein de... J'analyse pas mal de... Pardon. Non, mais je pense que vous avez une réponse, en fait, parce que on est revenu sur votre concept de fuir. Et ça, c'est le concept, l'axe le plus profond que vous avez montré aujourd'hui, en fait. C'est que le désir, le besoin de fuir, de fuir dans notre imagination, de trouver un vocabulaire nouveau dans la tête, sur Mars, n'importe où. Oui. Ça, c'est absolument profond. Hein. Et il y a deux façons de fuir. Ou on fuit vers l'intérieur, ou on fuit vers l'extérieur. Fuir vers l'intérieur, c'est évidemment une façon, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est une façon après de rebondir et d'apprécier la sortie. Mais parce qu'elle est laborieuse, mais chaque centimètre creusé est une satisfaction personnelle. Mais il y a aussi la fuite
qui est la fuite en avant, ce qu'on appelle la fuite en avant, c'est-à-dire la fuite qui n'apporte pas de réponse, mais qui est juste une façon de pouvoir survivre à une forme d'inhibition qui là, par contre, vous empêche totalement d'avancer et vous tue. Ça, c'est l'éloge de la fuite de Laborie, c'est ce film incroyable dans lequel il a participé, mon oncle d'Amérique, où on voit ces petits rats de laboratoire qui, quand ils ne trouvent pas de sortie, se battent et jusqu'à la mort. Les hommes sont finalement assez proches de ça. À un moment, si on ne fuit pas, on devient violent. Donc voilà, une fois dit ça, pour revenir quand même sur la question de pourquoi est-ce que les choses ne changent pas suffisamment vite sur la question des imaginaires, je pense que il y a aujourd'hui, le monde est beaucoup plus complexe, mais il y a aussi aujourd'hui une vraie opposition et même méfiance entre le monde de la création et le monde de l'industrie et des technologies. Je pense qu'au XXe siècle, beaucoup de créateurs étaient très intéressés par ces questions-là. C'était extraordinaire. C'était pas que de la défiance, c'était aussi du plaisir que de s'imaginer que la cuisine équipée allait émanciper la femme et transformer la famille. Et puis il y avait des Orson Welles qui aussi disaient attention, voyez où ce que ça va nous amener. Mais il y avait une forme d'équilibre entre les rêveurs du monde de demain, les technophiles, et les lanceurs d'alerte. Mais ensemble, ils ont quand même produit le monde du XXe siècle dans lequel on vit. Or, aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup plus de combat frontal entre les innovations et les visionnaires, et pas assez de projets communs où on arrive à trouver une équation où on peut créer des mondes qui génèrent du plaisir, mais aussi des économies viables et des modèles de société viables. On est dans une forme de confrontation où certains sont dans la dystopie et d'autres sont dans le déni total d'un monde qui change. Vous ne pensez pas, et je ne suis pas sûre, que en fait, pour le 21e siècle, le plateforme, c'est l'Internet et les réseaux sociaux et toutes les formes nouveaux où, en fait, c'est le citoyen qui garde le pouvoir maintenant. Moi, je peux éditer mes photos, je peux faire les films, je peux faire un mix de toute la musique du monde. J'ai beaucoup de pouvoir comme citoyenne, qui était seulement pour les artistes et les designers. Non, je ne suis pas sûr de ça, mais par contre, l'exemple que vous donnez, il n'est pas pour moi celui du citoyen, il est plus celui du non-professionnel. Ça, oui. Je crois qu'il y a beaucoup de jeunes générations aujourd'hui qui vont créer leur métier grâce au fait qu'entre les mains, ils ont un outil de production, de création, ça, évidemment. Par contre, je suis plus sceptique sur la question de la société et du citoyen qui a plus de pouvoir, d'une part parce qu'on connaît bien toutes les théories des masses, qui fait que quelqu'un peut être évidemment très pertinent et très intéressant quand il est tout seul ou à trois, mais quand il commence à réfléchir à 2000 ou à 1 million, le résultat, il est juste plutôt la moyenne de tout et pas forcément très très vertueux. Et je pense surtout que c'est pas aux citoyens aujourd'hui de faire les règles, ou sinon on serait dans l'anarchie, parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui ont des règles totalement opposées. Je suis beaucoup plus critique vis-à-vis des politiques qui, elles, devraient aujourd'hui créer des règles qui permettent aux gens d'être plus libres, d'être plus vertueux. Je pense, je donne un exemple souvent qui est flagrant, qui est celui de la manière dont aujourd'hui les règles sur les règles incendie, les règles qui régissent les immeubles sont ultra contraignants parce qu'il y a eu des lobbying politiques et économiques pour arriver à ce résultat-là. Mais en parallèle, vous pouvez encore construire votre immeuble totalement en béton, avec des filières pas propres, en ne payant pas forcément bien
vos ouvriers ou vos créateurs. Et le résultat de ça donne, pour moi, je ne suis pas très spirituel, mais ça donne, je pense, des immeubles, des projets qui déjà intrinsèquement ne reflètent pas l'avenir. Voilà. Et ça, qui peut obliger les gens à travailler ou à produire autrement? C'est les règles d'État. Et moi, j'attends beaucoup aujourd'hui qu'il y ait plus de règles qui permettent à nous, professionnels et citoyens, d'être fiers d'être dans un pays qui défend des valeurs, en fait. Je vais orienter la dernière, ma question pour ouvrir la fin de notre échange et terminer peut-être sur des actions un peu concrètes qu'on pourrait faire, et notamment déjà parce que on a la chance de te recevoir, Ruth et moi, ce matin, se dire comment tout ce que tu viens de porter, toute cette question de la fuite, toute cette question des imaginaires et du rôle du design et du designer peut s'appliquer, peut s'implémenter dans des lieux culturels. Comment est-ce que vous avez un rôle pour les publics, pour les usages, pour les nouveaux publics, pour ouvrir aussi nos publics, ce qui est évidemment un sujet très fort et au Théâtre du Châtelet et aux magasins généraux, de pouvoir être accessible au plus grand nombre. Quels conseils tu pourrais nous donner pour nous aussi ouvrir ces lignes de fuite et créer de nouveaux récits à notre mesure à nous? C'est vrai parce que c'était le projet de mon séjour à la Villa Médicis. Donc, quand il y a un peu plus de 10 ans, j'ai eu la chance de travailler avec un personnage qui est devenu depuis un ami qui s'appelle Alain Fleischer, qui a créé le Frénois. On a créé ensemble une exposition au Centre Pompidou sur le design. Et très vite, c'est peut-être toujours la même chose, peut-être que moi aussi je tourne en boucle, mais déjà à l'époque, je trouvais que poser des objets du quotidien sur des socles dans un musée, alors qu'ils sont faits pour être chez toi, ça n'a aucun sens. Et donc j'ai voulu faire un film qui raconte l'histoire de ces objets. Et donc c'était totalement impossible pour le Centre Pompidou de me suivre sur un projet comme ça. Et ils m'ont dit, il n'y a qu'une seule personne qui va pouvoir t'aider à faire un projet comme ça, c'est Alain Fleischer. Et donc on a commencé à travailler ensemble. Et Alain était à la Villa Médicis avant, et puis en travaillant ensemble, il m'a dit, il faut que tu ailles à la Villa. Et du coup, je me suis intéressé à ce lieu en allant le visiter. Et la première chose mon premier sentiment dans ce lieu, c'est que je ne comprenais absolument pas ce lieu. Et ça me plaisait bien parce que c'est souvent ça notre métier de designer, c'est d'abord d'être l'utilisateur. Et je comprends tous les gens qui rentrent dans des lieux comme ça, des institutionnels, et on leur dit mais c'est un lieu pour vous. Une fois que vous y êtes, vous ne comprenez pas ce qui est vraiment pour vous en fait. Vous vous demandez vraiment votre place. Et j'ai choisi de m'inscrire, de candidater à la Villa en posant cette question-là. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un lieu avec un fort patrimoine et une identité qui parfois est un peu élitiste pour les lieux, pour le grand public. Comment est-ce qu'on ouvre des lieux comme ça? Comment est-ce qu'on les rend plus accessibles? Et quelle est la place du visiteur? Voilà, donc c'est un an passé sur cette question-là, qui est donc du coup passionnante parce que très engageante politiquement depuis quelques années. Beaucoup de politiques, j'imagine, influencent aujourd'hui les institutions culturelles à se réinventer, mais c'est pas si facile que ça. Et je crois qu'il n'y a pas de recette miracle. Chaque lieu a besoin de se réinventer avec sa propre identité et son propre courage, je dirais, parce qu'il en faut pour faire ça. Et je pense que Châtelet là a déjà explosé un peu les plafonds de ce que j'en ai vu ces derniers mois ou dernières années. Et je suis assez admiratif de ça parce que je pense que le théâtre doit aussi se réinventer. C'est une évidence. Et je pense qu'évidemment on pourrait prendre le sujet uniquement en se demandant comment réinventer le restaurant et comment réinventer les espaces
public. Oui, c'est une évidence et c'est vraiment le métier qu'on fait. Mais je pense aussi qu'à un moment, c'est comment sur scène, on revient sur les enjeux de la narration et qu'il n'y ait pas qu'un seul type de théâtre aujourd'hui, qui est évidemment nécessaire. Il y a plein de metteurs en scène qui sont extrêmement talentueux et qui ont un univers à eux. Mais moi, je milite pour que nos métiers, à un moment, participent à la création de récits qui rendent du coup les théâtres des vrais acteurs publics pour influencer des générations qui, en allant au théâtre, se posent des vraies questions sur leur avenir. Évidemment qu'il y a plein de metteurs en scène qui le font, mais c'est pas encore si évident que ça pour être justement dans une posture aujourd'hui où je dois me battre pour arriver à le faire, de convaincre des institutions culturelles, mais aussi des metteurs en scène, à s'intéresser à ces sujets qui sont pas sexy à la base. Ouais. C'est pas toujours sexy de se dire, ok, un designer, les usages du quotidien. Oui, mais dans notre approche et dans notre rencontre, je pense qu'il y a des récits extraordinaires à créer. Et, moi, j'adorerais demain pouvoir participer à ces récits-là dans le monde du théâtre. Et ça peut influer après sur qu'est-ce qu'est un théâtre. Plus que l'inverse, voilà. Oui. Quel est le rôle du théâtre? Et continuer, je pense, à être dans la création de récits. Voilà. Je suis d'accord. Et absolument. Ça, c'est notre job, alors. Mais finalement, est-ce que vous avez un challenge aussi pour chaque citoyenne? Qu'est-ce que c'est le geste, l'action pour tout le monde, mais pour chaque personne en fait? Je ne dirais pas par exemple qu'un citoyen doit être forcément devenir un créateur de récits lui-même. Je vois bien que même moi, tout seul, je ne sais pas le faire. Et je pense que ce serait encore plus terrible que de dire à tout le monde créez, soyez inventifs, pour qu'à la fin il y ait une frustration du résultat. C'est tout mon discours que je tenais tout à l'heure. Par contre, je pense que tout le monde, moi j'ai des enfants, tout le monde doit se sentir libre de s'inventer des récits. Des récits, c'est pas pareil. Des récits, c'est des histoires qu'on raconte à ses enfants, à ses parents, à soi-même. Et moi, depuis que je suis tout petit, je sais que si je ne m'étais pas raconté des récits sur mon avenir, je n'aurais jamais fait l'avenir que je voulais. Je n'ai pas arrêté de me raconter dans ma tête des histoires sur ce que je voulais être, devenir, qui j'allais rencontrer. Voilà, je jouais. Et quand je vois ma fille de 6 ans aujourd'hui, la majorité de son temps, elle le passe à inventer des histoires. Et à un moment, ça s'arrête. Les gens, finalement, s'empêchent de se raconter des histoires parce que ça ne devient pas assez sérieux. Et moi, je considère que la question de la création des récits, des histoires, il n'y a pas de niveau. Et il faut qu'on continue à inviter les gens à se raconter des histoires ou à participer à la création de récits ensemble. Très juste. Merci beaucoup, Rami. Merci pour à ton vous. temps.